Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Effectivement, comme je vous le disais, les quotidiens israéliens et les médias israéliens donc tentent d'expliquer ce matin pourquoi. La journée d'hier a été relativement calme le long de la barrière de sécurité entre Israël et la bande de Gaza. Je vous rappelle qu'après les violentes émeutes de lundi qui ont fait une 60aine de tués côté palestinien, eh bien on craignait côté israélien que la journée d'hier, date anniversaire de ce que les Palestiniens appellent la Nakba, soit une nouvelle journée d'effusion de sang. Mais non, au total, pas plus de 4000 Palestiniens ont manifesté aux abords de la barrière de sécurité. On manifestait aux abords de la barrière de sécurité. Il y a eu 2 tués du côté palestinien, quelques dizaines de blessés, mais on a été très loin des scénarios catastrophes prévus de part et d'autre durant la journée, donc au début, en tout cas au début de semaine. Alors pourquoi? La question que l'on se pose, c'est pourquoi finalement, eh bien, on a réussi à maîtriser d'une certaine manière la population palestinienne. La correspondante politique de l'ex-seconde chaîne de télévision Dana Weiss a expliqué hier soir lors du journal télévisé la raison, celle qui est la raison essentielle donc de ce retour relatif au calme. Et selon elle, eh bien, ce sont les Égyptiens qui sont montés au créneau dès lundi soir. Les Israéliens ont en effet envoyé des messages au Caire en demandant aux Égyptiens de maîtriser le Hamas, sinon la riposte israélienne serait encore plus forte. Les Égyptiens ont sommé le Hamas de réduire ses manifestations et le Israël Hayom affirme même en exclusivité ce matin que les Égyptiens ne se sont pas contentés de faire pression sur le patron du Hamas, Ismail Haniyeh, le patron politique du Hamas. Selon le quotidien, il l'aurait même humilié publiquement. Il y aurait lancé « Prends garde, les Israéliens vont te tuer et nous ne nous impliquerons pas ». Il paraît que Ismail Haniyeh se serait tué à ce moment-là et donc ce sont ces menaces qui ont conduit le Hamas à cesser le feu, si l'on peut dire. Daniel Siroti, toujours dans le Israël Hayom, rappelle au passage que le Hamas ne cesse de soudoyer des jeunes Palestiniens pour les pousser à se dresser devant la barrière de sécurité tout en sachant pertinemment que cela risque de leur coûter la vie. Le Yediot Aharonot ce matin publie l'explication d'un officier supérieur de l'armée israélienne en manchette. Le Hamas a été surpris par le mur de fer, par le rideau de fer dressé par Tsahal le long de sa frontière. Côté israélien, on estime que le mouvement terroriste a compris qu'il allait à une confrontation générale s'il poursuivait donc sa politique jusqu'au boutiste. Et donc une confrontation générale qui, de l'avis général des observateurs, que le Hamas ne souhaite pas particulièrement, en tout cas pas dans la conjoncture actuelle. Face aux condamnations de la communauté internationale contre Israël et après les dizaines de morts de lundi, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a parlé de l'hypocrisie des nations. Et dans une interview donnée la nuit dernière à une grande chaîne de télévision américaine, M. Netanyahou a expliqué qu'Israël défendait son territoire face à des gens qui aspirent à le détruire. N'importe quelle autre armée au monde aurait terminé cette journée avec 10 fois plus de tués du côté adverse. Dans le Israël Hayom, on souligne que de manière exceptionnelle, le Conseil de sécurité de l'ONU a respecté dans la nuit de lundi à mardi une stupéfiante minute de silence à la mémoire des victimes de ce qu'il a appelé les victimes palestiniens de lundi. Les victimes palestiniennes de lundi, Dani Danon, l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, et Nikki Halil, l'ambassadrice américaine dans le Palais de Verre, sont entrés dans la salle du Conseil de sécurité après cette minute de silence. Dani Danon, interrogé par les médias, a fait remarquer que jamais l'ONU n'avait respecté la moindre minute de silence pour marquer le souvenir des milliers d'Israéliens assassinés lors des attentats terroristes par le Hamas ou par d'autres mouvements terroristes. Pour le Israël Hayom, dans le Israël Hayom, Dani Danon s'insurge contre les mensonges colportés par les Palestiniens et leurs alliés. Il explique que la propagande du Hamas portée par les images venant de Gaza est soigneusement huilée. Il rappelle qu'en temps normal, le Hamas opprime sa population et lui empêche depuis 10 ans la moindre chance d'envisager l'avenir sous un jour meilleur. Quant à Nikki Halil, elle a souligné durant le débat devant le Conseil de sécurité que le Hamas était particulièrement satisfait du nombre de morts. Et comme l'a dit Benjamin Netanyahou, il a lancé aux membres du Conseil de sécurité: aucun pays dans cette salle n'aurait agi autrement. Mais ce matin, la manchette du Israël Hayom est consacrée à la très vive tension entre Israël et la Turquie à la suite des accusations
de Tayyip Erdogan selon lesquels Israël se livre à un génocide des Palestiniens à Gaza. Cette déclaration du leader turc n'est pas restée longtemps sans réponse, je vous le disais tout à l'heure, de la part de Benyamin Netanyahou qui a tweeté hier: Erdogan en sait quelque chose en matière de massacre, qu'il ne nous donne pas des leçons de morale. Et en toile de fond de ces très vives empoignades peu diplomatiques, la décision de la Turquie de chasser l'ambassadeur d'Israël à Ankara, suivi immédiatement par la décision de M. Netanyahou d'en faire de même avec le consul général de Turquie à Jérusalem. Pour Nadav Shragay, dans le Israël Hayom, Erdogan a choisi d'embrasser cette fois le culte de la mort. Shragay, qui est un expert sur le statut de Jérusalem, explique que Tayyip Erdogan envoie discrètement au cours des derniers mois des soi-disant touristes turcs afin qu'ils puissent, je cite, reconquérir El-Aqsa, le mont du Temple, et il affirme que ces touristes détruisent systématiquement dans les sites du patriarcat arménien de la vieille ville tout signe ou tout tableau artistique du génocide arménien. C'est le message d'Erdogan qui se refuse à reconnaître la responsabilité des Turcs dans le massacre des Arméniens il y a un peu plus de 100 ans, mais qui se permet donc de critiquer l'État d'Israël lorsque celui-ci défend ses frontières. On l'a vu tout à l'heure, je vous le disais en titre, une initiative de la part d'un député de l'opposition israélienne, Itzik Shmouly, visant à permettre à Israël de reconnaître le génocide arménien et à décréter une journée à la mémoire donc des Arméniens qui ont été massacrés par les Turcs. Une telle initiative a été déposée donc devant la Knesset. On verra l'issue de cette démarche. Les quotidiens israéliens saluent ce matin unanimement l'ouverture de la seconde ambassade à Jérusalem, celle du Guatemala, qui sera officiellement inaugurée ce matin à 10h en présence du président de l'État Reuven Rivlin, du Premier ministre Benyamin Netanyahou, mais aussi d'une importante délégation guatémaltèque conduite par le président Jimmy Morales, qui est arrivé hier en Israël et qui ne taderit pas d'éloges pour l'État hébreu et pour le peuple juif. Dans une interview qu'il avait accordée en début de semaine à Boaz Bismuth dans le Israël Hayom, le président Morales avait dit: nos pays sont très proches dans le cœur. Le Guatemala a des racines profondes liées au peuple d'Israël. Le président Morales a, durant cet entretien, insisté sur le fait qu'il s'agissait là du retour de l'ambassade du Guatemala à Jérusalem, car celle-ci y était déjà installée. Elle avait été installée en 1956 et elle a été fermée en 1980 à la suite de la loi fondamentale sur Jérusalem, capitale de l'État d'Israël. Les journaux rappellent également que le Guatemala était l'un des premiers pays à voter en faveur du plan de partage de la Palestine en novembre 1947 et le second après les États-Unis à reconnaître en mai 1948 le jeune État d'Israël naissant. Le quotidien, le Israël Hayom, mentionne le nom de Jorge Garcia Granados, qui est un diplomate qui a été le premier ambassadeur du Guatemala à Jérusalem en 1956. C'était un diplomate particulièrement sioniste qui avait fait pression pour retarder le vote du 29 novembre afin de permettre aux dirigeants sionistes d'obtenir la majorité nécessaire pour la reconnaissance d'un État juif. L'ambassadeur d'Israël au Guatemala, Mati Cohen, rappelle ce matin son souvenir dans une tribune donc dans le Israël Hayom. D'autres titres, en bref, dans la presse israélienne, toujours le Israël Hayom qui indique que 4000 supporters inconditionnels d'Israël non juifs ont participé hier à une marche de solidarité avec l'État hébreu. Cette marche a été organisée par une association qui s'appelle la Marche de la Vie, qui a été créée par les descendants de nazis qui aspirent à faire pardonner la faute de leurs ancêtres en soutenant inconditionnellement l'État d'Israël. Et puis enfin, sachez que Intel, le très grand consortium informatique international, a décidé de développer son usine de Kiryat Gat et d'y investir, tenez-vous bien, la somme de 18 milliards de shekels. Il s'agit d'une usine de production qui, paraît-il, serait particulièrement performante. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens. Nous allons marquer une toute petite pause et on se retrouve tout de suite ici dans ce studio avec le docteur Meir Masri. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.